Tout le monde, bienvenue pour ce deuxième webinaire du PNA en faveur des papillons de jour, consacré à l'axe sur la connaissance. Donc, rapidement, si on peut... Est-ce que ça passe comme ça? Voilà. Pour rappel sur le déroulé du webinaire, c'est toujours le même format, 20 minutes de présentation et 40 minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas, pendant la présentation, à noter vos questions ou à le mettre même dans la conversation. Et puis, on les prendra en considération après la présentation. L'idée, c'est qu'il y ait 20 minutes donc, de présentation du sujet en particulier. Et l'objectif de ce webinaire, de ces webinaires, c'est de faire connaître les actions du PNA et de créer un espace d'échange sur ces actions. Donc, merci pendant la présentation de couper vos micros et n'hésitez pas à lever la main ou mettre vos messages dans la conversation si vous avez des questions pour les 40 minutes qui suivront la présentation. Donc, le sujet du jour, c'est sur l'inventaire du Fadet des Lèches, qui a été réalisé dans les Landes de Gascogne, la Double et le Landais, en 2023 à 2024. Et donc, je vais laisser Kevin Le Faller vous présenter cette étude. Donc, bonjour à tous. Alors du coup, comme disait Pierre, vu le timing et le temps, je vais essayer d'être clair et concis. Mais si vous avez des questions, on le fera à la fin de la présentation. Donc c'est une étude qui a vu le jour en 2023, enfin qui a été en 2023 et 2024, qui a été faite du coup par le CNE Nouvelle-Aquitaine sur l'échelle, enfin sur l'aire de présence le plus importante du Fadet des Lèches ici. Donc le but de l'étude était d'obtenir une cartographie de présence à l'échelle de son aire de répartition principale, comme je viens de le dire. Et du coup, on a divisé son aire de répartition en mailles de 5 km par 5 km pour estimer également des densités de population. On le dira à la fin de la présentation. On a fait un petit calcul justement pour avoir une idée de la plus forte représentation du Fadet dans certaines mailles. Et le but aussi de ce protocole était qu'il soit déclinable dans quelques années, dans 5 voire 10 ans. Et également, en fait, ce protocole fait suite au programme régional des papillons menacés qui avait eu lieu pour les zones humides en 2011-2012, pour lequel, du coup, il y avait eu des prospections de ce type-là sur le Fadet. Donc ici, pour vous remettre un peu le contexte du protocole, donc on a du coup divisé l'aire de répartition en mailles de 5 km par 5 km. Il y avait 267 mailles. Pour chaque maille, il y avait 4 sites à prospecter. Des sites que j'avais présélectionnés soit par rapport aux sites historiquement connus du coup de présence du Fadet, soit des nouveaux sites qui avaient été obtenus grâce à la probabilité de présence de zones humides. Mets-toi en boule. Excuse-moi Carole, si tu peux je te couper le micro. Les questions, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, les questions, on les fera à la fin. Du coup, sur chaque maille, il y aura 4 sites. Il y a 4 sites qui ont été à prospecter par un nombre de participants qu'on avait sélectionnés, des indépendants, des structures. Et en fait, il fallait aller du coup sur ces sites. Du coup, si jamais la personne y allait lors du premier passage, voyait du Fadet, en fait, le site était validé, la station était validée plutôt. Sachant qu'il y avait 3 passages maximum par station. Donc si on ne voyait pas le Fadet lors du premier passage, on passait une deuxième fois, 2 semaines plus tard, et encore 2 semaines plus tard, si on ne voyait pas toujours lors du deuxième passage. Et si lors du troisième passage, on ne voyait pas de Fadet, on disait que la station, il y avait du coup une absence. Ce qui nous a permis d'obtenir pour chaque maille au moins 4 stations de présence ou d'absence. Ça, c'était l'idéal. Et du coup, pour chaque station, on a demandé également aux participants de catégoriser l'habitat selon différentes catégories qu'on avait définies. Donc, soit des plantations de pins maritimes entre 0 et 7 ans, des bords de pistes DFCI ou des landes humides plus ou moins dégradées. Voilà. Tac. Et donc, je vais directement arriver au résultat. Donc là, pour l'inventaire du coup mené entre 2023 et 2024, je vous ai mis une cartographie de la catégorie des mailles du coup qui ont été réalisées dans le cadre de l'étude. Alors vous voyez qu'il y a 4 catégories de mailles en fait. Il y a 2 catégories pour les mailles valides. Donc des mailles qui sont restées valides, qui sont en vert, qui étaient valides du coup en 2010-2011 et qui ont été confirmées en 2023-2024. Des mailles qui n'étaient pas valides à l'époque, qui sont maintenant nouvellement valides. C'est les mailles qui sont verts avec la diagonale jaune. Des mailles qui sont restées invalides, du coup qui sont grises, et des mailles qui étaient valides à l'époque et qui malheureusement ne sont plus valides maintenant. Donc juste pour remettre un peu en termes de statistiques, en 2023, il y a eu 184 mailles de prospectées. En 2024, on a du coup proposé d'autres mailles prioritaires par rapport à ce qui était déjà
prospectées en 2023. Il y a eu 113 mailles qui ont été du coup nouvellement prospectées en 2024, pour un total de 32 participants venant de 12 structures différentes pour ces 2 années. Et du coup, je vous ai également mis le nombre de stations qui ont été prospectées, qu'on va du coup aborder juste après. Et juste pour parler un peu de la période de vol du FADE, c'était assez compliqué en 2023. Le FADE a mis assez longtemps à être actif. On a eu du mal à trouver la période d'activité, en tout cas le pic d'activité, par rapport à 2024, où on a eu plus de facilité à l'observer sur les sites. Donc ça a causé un léger biais naturel, du fait aussi de la fluctuation naturelle du FADE. Hop. Là, je vous montre, du coup, là, j'ai mis c'est toutes données confondues, donc 2023-2024 dans le cadre de l'étude. Donc, pour resituer un petit peu, par rapport aux données aux stations de présence-absence, donc on a eu 894 stations de prospectées. Du coup, sur ces stations, il y a eu 384 stations d'absence, 510 stations de présence. Vous les voyez sur la cartographie de gauche avec du coup les stations vertes du coup de présence et stations rouges d'absence. Et à droite, du coup, on voit les catégories des mailles, du coup, suite à l'analyse de ces stations de présence-absence. Du coup, pour une maille, en fait, s'il y avait une station de présence et 3 stations d'absence, ça faisait une maille quand même qui était validée. Et du coup, à l'échelle des mailles, on a 286 mailles prospectées, 60 mailles ne sont pas validées, donc ont une absence de FADE, pour 226 mailles qui présentaient une présence du FADE, donc qui sont validées. Donc soit en jaune, en jaune et vert, soit en vert. Là, je vous ai mis 2 secteurs qui posaient question. En fait, c'est des secteurs où, du coup, il y avait un fort pourcentage de mailles nouvellement invalides et ou du coup des mailles qui restaient invalides, donc qui posaient question et qu'on a voulu analyser plus finement grâce à une comparaison de moyenne, enfin, qu'on va vous montrer juste après. En fait, on va voir un peu si sur les mailles nouvellement invalides ou mailles restant invalides, il y avait un biais de prospection, donc il y avait peut-être moins de passages qui avaient été faits et ou moins de stations également qui avaient été prospectées, du fait aussi que sur certaines mailles, c'était compliqué d'avoir des mailles, enfin des stations plutôt, excusez-moi, où il y avait de la molinie qui était présente. Et en fait, on voit ici, donc je vous ai mis en vert pour les mailles nouvellement valides, qui avaient un nombre de stations qui était équivalent à la maille nouvellement invalide ici en rouge, avec une médiane de 3. Par contre, on peut voir qu'il y a un nombre de passages qui est de 4 pour les mailles nouvellement valides, contre 3 pour les mailles nouvellement invalides. Donc on a voulu voir si, via un test de comparaison de moyenne de Wilcoxon, si vraiment il y a vraiment une différence significative entre le nombre de passages pour ces 2 types de mailles. Et ici, ça a été validé via le test de Wilcoxon, parce que l'hypothèse du coup était de dire qu'il y avait donc eu plus de passages sur les mailles valides que les mailles non valides. Donc ça a été validé avec une p-value de 0,01395, excusez-moi. Donc on peut effectivement dire que, au vu du nombre de passages réalisés, enfin plutôt qu'il y a un nombre de passages réalisés qui est significativement différent pour les mailles nouvellement invalides par rapport aux mailles nouvellement valides. Donc c'était vraiment cette étude-là, on va dire, a été faite suite à une première réunion qu'on avait eue avec les participants de l'étude, pour valider justement ces différences entre mailles valides et non valides. Également, en parallèle de l'étude du coup, enfin suite à l'étude plutôt, on a ajouté les mailles, les données opportunistes, du coup de personnes ou de structures qui n'étaient pas liées à l'étude, mais qui ont pu permettre d'ajouter un nombre de stations par maille dans les mailles qui ont été prospectées dans le cadre de l'étude, ou au contraire de valider ou non des mailles qui n'avaient pas été prospectées dans le cadre de l'étude. Donc là, grâce à ces données opportunistes obtenues de différentes structures, enfin différentes bases de données plutôt, Fauna, INPN, iNaturalist, GBIF, etc., il y a 77 mailles du coup, qui étaient concernées par ces données opportunistes. 71 nouvelles mailles ont été colorées qui n'étaient pas concernées par l'étude. Et 6 mailles ont changé de statut, qui étaient dans le cadre de l'étude invalides et qui sont devenues valides grâce aux données opportunistes.
En termes d'analyse, du coup, complémentaire à l'étude qui a pu être faite par Florène Hugon, du coup, qui est une biostatisticienne, qui nous a accompagnés, du coup, dans le cadre de cette étude-là, et qui a pu permettre aussi de, comment dire, d'approfondir les analyses. Elle nous a permis d'obtenir des éléments sur le nombre de passages, sur le nombre de stations, sur la pression d'observation également, que je vous ai un peu montré juste avant, sur la catégorie de l'habitat et sur le proxy de densité. Donc on va développer juste après. Et aussi en termes d'analyse, ce qui était intéressant, c'est de voir que pour 90% des stations, 2 passages suffisaient pour valider la présence du FADE. Et pour du coup les 10% restants, il fallait un 3e passage pour valider la présence du FADE dans la station. Ici, je vous ai mis en valeur un camembert qui représente sur la gauche du coup du graphique la proportion de nombre de stations étudiées par maille. On peut voir que pour 78% des mailles, le nombre de stations était entre 3 et 5. Il y avait des mailles sur lesquelles il y avait plus de 5 stations, des mailles sur lesquelles il y avait moins de 3 stations. Souvent du fait que sur ces mailles-là, il y avait un problème pour repérer des stations favorables, ou au contraire que c'était des stations les stations étaient présentes dans les sites de chasse et sur lesquelles du coup on ne pouvait pas y aller. Et sur le graphique de droite, on peut voir la pression d'observation sur les mailles. On peut voir qu'il y a alors la moyenne du coup c'est le nombre de passages, excusez-moi, sur la maille, toutes stations confondues. Donc si par exemple sur une maille, il y a 4 stations sur lesquelles on a observé le fadet dès le premier coup, ça fait 4 de passages. Et on peut voir que la médiane est de 4, donc effectivement, il y a 50% des mailles sur lesquelles il y a eu seulement 4 passages. Par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que il y a plus de 60 mailles qui ont un nombre de passages de 1. Donc c'est souvent des mailles sur lesquelles du coup il y a soit eu un nombre déficitaire de stations prospectées, et aussi du coup qu'il y a pas eu beaucoup de possibilités de repasser derrière, ou au contraire que en fait c'était trop compliqué de trouver d'autres stations pour aller continuer les passages. On pourra en reparler juste après aussi si j'ai pas été clair. Ici également, on vous a fait figurer du coup les différentes catégories d'habitats qui ont été du coup mentionnées dans les différentes stations prospectées par les différentes personnes de l'étude. Donc on a différentes catégories. Alors il y a de P0 à P5, en fait c'est l'âge des plantations de pin. On a également des landes humides, des bordures de parcelles et les pistes des FCI. Ce qui est intéressant d'observer, notamment, c'est concernant l'âge des plantations de pin, on voit qu'il y a du coup un nombre de présences qui est assez fort sur des plantations d'âge faible, donc entre 0 et 7 ans, voire même en coupe rase, quand la mélanie est bien présente. Et ensuite, il y a un déclin jusqu'à des âges de 8 à 15 ans, avant la première éclaircie. Ensuite, ça redevient un tout petit peu, jusqu'à plus de 25 ans, ou aussi où il y a des trouées qui sont présentes dans la plantation de pin, et du coup, ça devient des zones plus favorables au fadet. Et également, on peut voir aussi que donc les landes humides, forcément, ont présentent un fort Proportion, quoi. proportion de fadet sur ces habitats-là. Les pistes des FCI également représentent aussi un nombre assez intéressant de fadets, tout comme les bordures de parcelles aussi, qui sont aussi souvent des zones plus ou moins humides et fraîches qui abritent du coup le fadet. Aussi, par rapport à ce qu'on disait au tout début, on voulait obtenir un peu une idée de la densité de fadets dans ces zones d'études. Et pour ce faire, en fait, on a obtenu, en lien avec Florène, on a essayé de calculer un score de densité, de présence de fadets pour chacune des mailles. Et en fait, ce score-là, on l'a défini grâce à la détection en fait, qu'on obtenait soit au premier passage, soit au deuxième passage, soit au troisième passage. Et en fait, on se disait que si
pour une station dans une maille, on avait présence de fadet dès le premier passage, ça faisait un score de 3. Si sur une autre station dans la même maille, on validait la présence du fadet au troisième passage, ça faisait un score de 1. Et au contraire, si on l'obtenait au deuxième passage, ça faisait un score de 2. Donc en sommant du coup l'ensemble de ces scores au sein de la maille, donc, qui était idéalement de 4 stations, on obtenait du coup le proxy de densité. Donc un score qui pouvait varier entre 0 et 21, 0 pour aucune détection au sein de la maille, et 21 si, dans le cas, par exemple là, le cas un peu extrême, si sur les 7 stations qui avaient été prospectées dans la maille, il y avait à chaque fois une validation de présence dès le premier passage. Et dans le cadre de l'étude, ici, en fait, on vous a présenté le graphique concernant les mailles avec 3 et 4 stations prospectées. On a éliminé du coup les mailles avec moins de 3 stations et plus de 4 stations. On obtenait un score de 14 dans le cadre de l'étude. Au max. Hop. Là, du coup, c'est une cartographie qui représente justement son score de densité, qui est présent en couleur ici, entre gris, jaune, orange, rouge et violet. Violet étant du coup un score de densité qui va de 9 à 14, contre à l'extrême, du coup un score de 0 qui est présent en gris, donc où il n'y a pas du tout de fadet qui n'a été détecté. Et on a également mis en superposition le nombre de stations prospectées, pour avoir aussi une idée de la vraie présence, ou plutôt la vraie absence du coup de fadet, notamment sur les mailles où il n'y a pas de présence. Ici, qui apparaît grâce aux bulles qui sont proportionnellement plus grandes par rapport au nombre de stations prospectées. Donc ça va de 1 à 2 à 5 à 7 pour les bulles les plus grandes. Et on peut voir qu'il y a 4 grands secteurs également qu'on a détourés. Ici avec l'Ouest Gironde, donc le Médoc, qui représente également le secteur où il y a le plus de fadets observés, avec un score de densité qui est assez élevé en moyenne, avec beaucoup de zones violettes ou rouges. Et également un nombre de stations prospectées qui est assez fort, souvent au-delà de 3. Et on peut aussi le mettre en opposition au cœur des Landes de Gascogne, du coup qui est présent ici en vert, où il y a un score de densité qui est souvent faible, ici en jaune ou gris, avec moins de 3 stations, un score qui est souvent inférieur à 3, plutôt, excusez-moi, et un nombre de stations qui est également assez faible, qui est souvent entre 1 et 2. On peut le voir au centre de cette zone-là. Et juste pour, on va en reparler juste après. Excusez-moi. Ouais. Du coup, en fait, on peut voir aussi qu'il y a des zones il y a une hétérogénéité plutôt de présence de fadets qui est présente sur ce secteur des le triangle landais et des Dordogne. Hop, excusez-moi, je vais devoir un peu accélérer. Et du coup, pour revenir sur ces secteurs-là, du coup, on a voulu également voir un peu l'état des stations historiques qui ont été prospectées en 2010-2011 et qui ont été du coup reprospectées en 2023-2024, voir si ces stations historiques sont restées valides, au contraire sont devenues invalides. Et on peut voir que pour beaucoup de secteurs, il y a eu un changement avec une diminution du nombre de stations valides qui présentent l'espèce. Avec, par exemple, pour le sud des Landes, il y a une diminution de 50% des stations de présence. Et même le Médoc aussi, comme on peut voir sur la carte d'avant, présente beaucoup de fadets. Il y a une diminution de 36% des stations de présence. Et j'ai fait également une petite analyse un peu sur cartographie, grâce aux vues aériennes d'époque et actuelles, avec une occupation, par rapport à l'occupation du sol sur ces stations où il y a eu où il n'y a plus de présence de fadets. Et il y a plusieurs choses qui ont changé. Soit c'est devenu des parcelles avec un âge de plantation de pins maritimes qui est plus élevé, donc qui est peut-être moins favorable aux fadets. Il y a également eu des changements d'occupation de sol avec des landes qui sont devenues des zones sylvicoles. Il y a eu également des coupes rases qui ont été réalisées entre ces années 2010-2011 et 2023-2024. Et aussi des zones où il n'y a pas eu de changement visuel, en tout cas, qui pouvaient permettre de dire, de voir qu'il y a une absence de fadets plutôt, de justifier cette absence. Alors, désolé, j'étais un peu vite sur pas mal de choses, mais en conclusion, et aussi pour parler des perspectives de l'étude, on peut dire qu'il y a une mise en évidence des variations de densité de stations à l'échelle des Landes de Gascogne,
avec une présence de hotspots, de présence du Fadet des Lèches, par exemple pour le Médoc, et à l'inverse aussi des zones de moindre densité, comme c'est le cas pour le cœur des Landes, ou même la marge sud des Landes. Donc il y a un constat de diminution du nombre de stations de présence entre cette première étude 2011-2012, excusez-moi si j'ai dit 2010-2011 tout le long, et cette étude plus récente 2023-2024. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir répliquer ce protocole pour aussi voir un peu ce qu'il en est dans 5-10 ans et de voir si vraiment ce constat est confirmé ou si on en trouve plus avec l'évolution des pratiques, enfin de l'âge des pins par exemple. Et ça permet aussi de cibler des actions de restauration ou d'animation foncière pour préserver l'espèce, notamment sur les zones où on peut voir qu'il y a une faible représentation de l'espèce et du coup qu'il serait intéressant de conserver et d'améliorer pour du coup avoir une plus forte représentation de l'espèce sur ces zones-là. Donc merci à vous. J'espère que je me suis pas trop embrouillé en vous parlant, parce que c'était assez rapide, et que vous avez pu comprendre la majorité des choses. Et là, du coup, si vous avez des questions, on pourra en revenir plus en détail. Donc voilà. Voilà, merci Kevin, impeccable. Ouais, l'idée, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur la méthodologie, sur des résultats, effectivement, 20 minutes, ça passe vite. Mm. Donc n'hésitez pas. On a la chance aussi d'avoir Florène Hugon qui est avec nous. Donc si vous avez des questions plus poussées sur la statistique, on le orientera sur elle. Donc n'hésitez pas. Donc, dans la conversation, à lever la main si vous voulez prendre la parole. Et, Oui, oui, Émilie. Émilie. Oui, bonjour. J'ai pas trop compris le test de Wilcox. Coxon, ouais. Ouais, en fonction des mailles valides et non valides, il y avait un nombre de passages minimum qui permettait de. Enfin, est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Pas de souci. Du coup, je parle. Oui, je peux remettre d'ailleurs. Je parle sous le contrôle de Florène. Si jamais il y a des choses que je dis pas clairement, en fait, on a voulu prendre le nombre de passages pour les mailles nouvellement invalides et le nombre de passages pour les mailles nouvellement valides. Et du coup, de comparer la moyenne, parce que c'est un test de comparaison de moyenne qui a été fait, et de voir si vraiment, par rapport à ce on a vu avec les boîtes à moustaches, s'il y a vraiment une vraie différence du nombre de passages pour ces deux catégories de mailles. Et du coup, ce test a permis effectivement de nous dire qu'il y avait significativement une différence de passage entre les mailles nouvellement invalides et mailles nouvellement valides. Et voilà, du coup. Ouais, vas-y. Une des questions qu'on se posait, c'était est-ce que les mailles invalides sont vraiment invalides? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu suffisamment de passages pour confirmer le fait que ce soit Son invalide? absence. Ouais. Voilà. C'est ça. Et donc, c'était tout l'intérêt de comparer aussi avec les box plots, c'était de se voir que, je me permets juste de remettre au-dessus, c'est de voir que même sur les mailles, à la fois qui restent invalides et nouvellement invalides, on est sur le même niveau de pression, d'effort de prospection, Ok. à peu près. Et effectivement, sur les mailles nouvellement valides, on a plus de passages globalement. Mais on reste sur un nombre de passages qui est médian, qui est de 3 là, sur les nouvellement invalides.